Donc, bienvenue. C'est notre deuxième rencontre d'une série de 4 ce soir. On a des invités. Je vais juste me présenter 2 minutes. Mon nom est Josée Chevalier. Je suis membre de la Commission nationale des femmes à QS et du réseau militant intersyndical. Je suis aussi une militante à la FNEC-CSN depuis une douzaine d'années. Mais ce soir, je suis vraiment contente. C'est pas moi qui va parler. Ça va être nos invités. Donc, il y aura 4 panélistes. Chantal Hide, première vice-présidente au Conseil central de Montréal métropolitain. Il va y avoir Roger Rachi, également du réseau militant intersyndical et militant de longue date. Il va y avoir Karine Clich, du Parti de la rue, QS. Et puis Amir Kadir, qui a été co-porte-parole c'est ça, de QS. Je m'excuse, je cherche ma voix. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais passer le micro, littéralement passer le micro à Chantal. Merci beaucoup, Josée. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup aussi de m'accorder du temps pour parler du projet de loi 89. La loi s'appelle, ou le projet de loi, la loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout. Il faut que je l'écrive parce que je n'arrive pas à me souvenir de ce nom-là, c'est très mal nommé. C'est carrément une attaque frontale aux droits qui ont été durement acquis par les travailleuses et travailleurs au fil des ans. C'est un projet de loi qui vient mettre à mal l'équilibre déjà précaire de notre rapport de force lors de nos négociations. La grève, c'est l'arme ultime des travailleuses et travailleurs. C'est l'arme pour faire avancer nos négociations. Excusez-moi, je vais bafouiller 4 fois au moins. Donc, c'est l'arme ultime pour faire avancer nos négociations. On ne choisit jamais à la légère d'exercer la grève. Quand on fait la grève, on se prive de nos revenus pour mettre de la pression sur l'employeur en le privant de productivité. L'argument financier, c'est souvent le seul que beaucoup d'employeurs comprennent. D'ailleurs, juste prendre un vote de grève, c'est déjà un moyen de pression en soi. Plusieurs syndicats arrivent à une entente de principe après un vote de grève. Le boss anticipe une perte de revenus et accepte enfin de juger à la table de négo. Mais comment cette attaque antisyndicale s'inscrit dans une mouvance de droite, dans l'autoritarisme et dans l'austérité? Premièrement, le ministre va se donner le droit d'intervenir dans les conflits de travail. Il pourrait mettre fin à une grève ou à un lockout en demandant à un arbitre d'imposer des conditions de travail. Et si on se fait imposer des services minimaux, on n'a plus aucun rapport de force à la table de négo. Donc, en plus d'imposer d'une façon tout à fait autoritaire les conditions de travail, on vient nous enlever le droit à une négociation de bonne foi. Ça va d'ailleurs à l'encontre de l'arrêt Saskatchewan et de la Charte canadienne des droits et libertés. C'était en 2015 et la Cour suprême a souligné que le droit de négocier et de faire la grève, ce sont des droits fondamentaux. Et si on regarde ça sous l'angle de l'austérité, le lien est quand même assez facile à faire. On met en place des mesures d'austérité, ça va réduire nos services publics, on peut penser au CPE par exemple. Il s'agit d'employeurs qui sont considérés comme privés, mais c'est financé par des fonds publics. Donc les mesures d'austérité vont beaucoup toucher les CPE. Donc, on met en place des mesures d'austérité, puis d'un côté et de l'autre, avec le PL 89, on enlève le droit de protester collectivement contre les mesures d'austérité. C'est assez sauvage comme stratégie. Ça s'inscrit clairement dans les mesures de droite. Puis, je veux quand même aussi souligner par rapport au CPE, elles sont en grève en ce moment. C'est une des craintes qu'on a. Le refus, l'employeur se donne la possibilité de refuser de négocier de bonne foi avec les travailleuses des CPE. Puis, il attend la mise en place du projet de loi, de la loi, que la loi soit adoptée. Il va forcer un retour au travail à ces femmes qui tiennent un réseau à bout de bras. Puis vous le savez, elles sont déjà à bout de souffle. Puis je suis certaine que je n'ai pas besoin de vous rappeler les luttes historiques qui ont mené à la création du réseau des CPE. Sans le réseau, bon nombre de femmes n'auraient pas pu retourner au travail. Donc je pense aussi, dans toutes ces mesures, les stratégies de division qui sont utilisées. Vous les connaissez aussi bien que moi. C'est à cause des immigrants qu'on manque de logement. On doit protéger nos enfants face aux personnes trans. Les syndicats prennent la population en otage. Les féministes sont allés trop loin dans leurs revendications. Ça, c'est un discours l'objectif de ce discours-là, c'est opposer un groupe
une partie de la population à une autre partie de la population, à diviser nos communautés. Puis le PL 89, ça s'inscrit aussi directement dans cette stratégie de division. On veut protéger la population des méchants syndicalistes. On est très méchants. Comme si les syndicalistes, et le discours est tenu comme si les syndicalistes ne faisaient pas vraiment partie de la population, comme si on était un autre de plus à craindre et à détester. Je vous poserai quand même la question. Le gouvernement met la loi, enfin, Boulet met la loi en place pour protéger la population. Ils sont où quand il s'agit de protéger les locataires qui perdent leur logement? Ils sont où quand il s'agit de protéger les 4700 travailleurs d'Amazon qui ont été sauvagement mis à la porte? Ils sont où quand les gouvernements... Excusez-moi. Où est le gouvernement quand les patrons des transporteurs scolaires se sont mis dans leur poche les primes qui ont été données pour financer les salaires des chauffeurs et des chauffeuses d'autobus scolaires? Ça a été renvoyé aux États-Unis parce que Transport Idéal, par exemple, ça appartient maintenant à Freedom First, qui est une compagnie états-unienne. Ils sont où quand nos ados n'ont plus accès aux services dont ils ont besoin? Donc, le projet de loi 89, à mon avis, ça s'inscrit toujours dans cette même logique que le refus, dans la même logique que celle qui oblige le refus ou qui impose, en tout cas quand ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas créer un registre de loyer, ou c'est le même registre que quand on choisit de saccager un milieu humide pour construire une usine de batterie. Qu'on soit une Marie-Antoinette ou un avocat patronal, c'est toujours le même combat. On préserve son portefeuille, on préserve le portefeuille de nos amis pour assurer des jobs, pour s'assurer une job, si jamais on n'est pas réélu. Je ne suis pas en train de dire que la CAQ prévoit ce qui va se passer après les prochaines élections. Mais bon. Donc, pour nous, c'est clair que c'est un projet de loi qui est là pour favoriser le patronat. Ils sont vraiment heureux. Le 19 février, le Conseil du patronat publiait un communiqué intitulé PL 89, un accueil favorable du Conseil du patronat du Québec pour réduire les perturbations de l'économie. Blackburn ne peut plus. Puis, on peut faire le parallèle avec l'autre réforme Boulet, le projet de loi 59, qui est devenu la loi 27. Ça, c'était la loi qui modernisait notre régime de santé et sécurité au travail. Encore là, une autre réforme qui a pris beaucoup au patronat. Une autre réforme qui n'est pas finie de mettre en place, puis qui a encore des enjeux liés à l'austérité. En ce moment, le projet de loi, la loi 27, sont dans les comités réglementaires pour voir comment on va appliquer la loi. Et il y a un endroit où ça bloque, au Conseil des ministres, les mesures de prévention. Ça bloque au Conseil des ministres parce que l'État employeur ne veut pas appliquer la réglementation et les lois données par l'État législateur parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûterait dans le réseau de la santé de mettre en place des mesures de prévention et de libérer du monde pour faire de la prévention. Donc encore, mesures d'austérité, puis stratégie patronale pour nous priver de nos droits. Un autre groupe aussi, à mon avis, est super content du projet de loi 89, c'est les avocats patronaux. Ce qui va se passer une fois que le projet de loi sera adopté, on ne se fait pas d'illusions, là. Il y a de bonnes chances qu'il soit adopté. Ce qui va se passer, c'est une surjudiciarisation de toute négociation, de tout conflit de travail. Je ne sais pas combien ça charge un avocat patronal, mais ils vont une machine à trouver le cash, là, cette loi-là, pour les avocats patronaux. Donc, cette semaine, lundi, il y avait le sommet de l'Est. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un événement organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. C'est un événement où les grands bons se félicitent mutuellement de leur bon coup sous l'œil bienveillant de nos élus. Les organismes communautaires sont invités à y participer à un tarif réduit, ce qui est quand même aussi une stratégie pour se donner bonne conscience et dire, on a invité les organismes communautaires. C'est correct si on gentrifie un peu, ils étaient là, ils l'ont tout vu. Donc, j'ai été faire un tour avec quelques camarades.
porter un veston. C'est très inconfortable. En arrivant, j'ai même été interpellée par une compagnie qui offre des services de ressources humaines, notamment pour les PME. On m'a expliqué qu'avec leur service, je n'aurais pas à me préoccuper, en tant que chef de PME évidemment, je n'aurais pas à me préoccuper des problèmes liés aux mots qu'il ne fallait pas prononcer. Là, je me suis dit, si je demande c'est quoi le mot qu'il ne faut pas prononcer, je pète mon cover là, tout de suite. Ils vont savoir que je ne suis pas une bosse, mais je pense que c'était le mot syndicat. Puis, c'est vraiment fascinant de voir à quel point le patronat et certains élus se promènent avec aisance en genre d'événements. Ils se connaissent tous, c'est vraiment pas notre gang. Nous, on était allés simplement pour saluer Geneviève Guilbeault. On se disait que la vice-première ministre pouvait bien entendre notre message contre PL89. On est sortis, on est resté 5 minutes, ils n'ont pas aimé nos sifflets. Après nous, il y a le Frappru qui est monté sur la scène. Je pense que c'était le Frappru. Qui sont des camarades qui sont montés pour protester contre la hausse des loyers. Il y avait une rumeur que, j'oublie son nom, mais Marie-Antoinette serait là. Elle n'y était pas. Le matin même, il y avait une manifestation au stade olympique, parce que cet événement-là avait lieu au stade olympique. Donc le matin même, il y avait une manifestation des CPE. Il y avait une manifestation pour sauver l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y avait la manifestation du Frappru. Il y avait une distribution de tracts des travailleuses et travailleurs de la Régie des installations olympiques qui sont en égo depuis un bon bout de temps. On est dans le service parapublic. Ils avaient exercé 5 jours de grève la semaine précédente. Tout ça, le même jour, au même endroit. Ça, il y avait 5 ministres qui étaient présents à cet événement. Puis je pense que cet exemple-là montre à quel point nos luttes doivent converger. Notre ennemi commun, c'est celles et ceux qui profitent du capitalisme. La CAQ, c'est un gouvernement de petits boss. Ils veulent devenir des grands boss. Puis, pour moi, c'est le même modèle que celui de Trump. Ils sont en guerre contre la classe ouvrière. Ils s'en cachent même plus. Ils sont complètement décomplexés. En ce moment, on se fait attaquer de tous bords, de tous côtés. Moi, je vous ai parlé de PL89, qui est un des exemples. D'un côté, c'est des projets de loi qui vont nous enlever nos acquis, qui ont pourtant été obtenus de chaude lutte. D'autres projets de loi qui font tout pour brimer nos libertés. On fait une loi qui enlève, c'est l'exemple justement, l'austérité fait qu'on n'est plus capable d'avoir de bonnes conditions de travail, puis de l'autre côté, on fait une loi qui empêche de protester. L'austérité, la privatisation, la disparition des couches de démocratie dans notre société, des lois liberticides, tout ça, c'est toujours le même objectif. C'est nous diviser, nous épuiser et mettre plus d'argent dans les poches des boss. Dans le cas de PL89, puis dans le cas de beaucoup d'autres lois, mais je vais quand même focuser sur PL89, il y a une seule solution acceptable. Puis là, ça, c'est la position aussi que la CSN et beaucoup d'autres centrales ont adoptée. C'est envoyer ce projet-là de loi au dépotoir de l'histoire. Il n'y a aucune manière d'améliorer ce genre de projet de loi pour que ça puisse être acceptable pour la classe ouvrière. Personnellement, ma position, c'est qu'on devrait plutôt réfléchir à élargir le droit de grève. C'est une opinion personnelle qui devrait être débattue dans des instances démocratiques. En attendant, je vais arrêter là. J'ai laissé des tracts et des autocollants en arrière. Servez-vous. Ils sont lourds, je n'ai pas envie de retourner avec. Les tracts sont vraiment bien, vraiment les points essentiels et importants à retenir sur PL89. Les autocollants sont très jolis, décorent de manière très avantageuse le mobilier urbain ou tout autre endroit que vous souhaitez. Donc, je vous invite à en prendre, à partir avec, à les distribuer. C'est une lutte qu'on doit mener ensemble, qui est un exemple de comment on peut faire converger nos luttes aussi. Puis, au nom du Conseil central, on est solidaire de beaucoup de luttes, on va rester solidaire de beaucoup de luttes. Et on espère vous voir dans les mobilisations contre PL89, puis les autres mobilisations qu'on va continuer à organiser pour se battre contre ce gouvernement. Le 1er mai s'en vient. Il y aura une journée d'action. Tout le monde est bienvenu. C'est le moment de se faire entendre. Merci. Merci beaucoup.
je vous inviterai à garder vos questions, vos commentaires pour après que les 4 panélistes aient eu le temps de s'exprimer. Donc, là-dessus, j'inviterai Roger. Oui, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir et de parler de cette importante idée, proposition, s'unir pour combattre le vent de droite. C'est devenu une évidence que de dire l'arrivée de Trump a complètement changé la donne politique, non seulement au Québec, mais au Canada, en Amérique du Nord, au niveau mondial. En fait, certains théoriciens, entre autres un des penseurs de l'altermondialisme, Gustave Massien, nous dit que nous vivons une nouvelle période historique. En fait, le néolibéralisme que nous avons connu depuis une quarantaine d'années est non seulement en crise depuis 2008, mais est en train de s'effondrer. L'architecture diplomatique et militaire mise sur pied après la Deuxième Guerre mondiale, Trump est en train de la faire éclater. Le libre-échange que nous avons connu, la mondialisation néolibérale, est en lambeaux. Montée incroyable du néofascisme à travers le monde, avec une attaque sur les droits démocratiques, les droits sociaux, une montée incroyable des attaques racistes, des phobies, des attaques contre les droits des femmes, contre les minorités, et j'en passe. Donc, que faire dans une conjoncture de crise comme celle que nous sommes en train de vivre? Que peut faire la gauche? Grosso modo, je pense que vous serez d'accord avec moi si je dirais qu'il y a 2 grandes tâches. La première, unir les résistances à la droite, les résistances à l'extrême droite, les résistances à l'austérité, les résistances à l'antisyndicalisme, donc un front uni des résistances. Et la deuxième grande tâche, c'est comment construire une alternative politique dans ces luttes-là, comment construire un véhicule qui nous permettra de transformer la société profondément et de sortir du système actuel. Ces 2 tâches-là, qui en apparence peuvent paraître contradictoires, en fait se renforcent mutuellement. Si on est capable de développer un front uni solide, puissant, contre la droite, contre l'austérité, ça va aider bien sûr au développement d'une force de transformation de la société et vice-versa. Si on développe une force de transformation, un parti de rupture avec le système actuel, ça va aider à renforcer aussi la lutte contre les droits. Donc, il y a un lien mutuel, un appui mutuel de ces 2 tâches-là. Regardons rapidement le premier aspect, la question d'unir, de faire converger les luttes contre la droite. Nous avons vu depuis 1 mois, 2 mois au Québec, l'éclosion de plusieurs mobilisations contre le trumpisme. Il y a un des camarades qui est ici ce soir, André Noël, qui a participé à l'organisation de la manifestation de la semaine dernière, non au 51e État. Et il m'avait appelé quelques jours avant cette manifestation-là pour me dire, écoute Roger, c'est des personnalités, des artistes, des gens des milieux de la communication qui sont là, mais il n'y a pas vraiment quelqu'une qui représente les travailleurs, les travailleuses, les luttes ouvrières populaires, la diversité. Et donc, je les ai mis en contact avec un des travailleurs licenciés d'Amazon, Andy Remaret, qui apparaît à cette occasion-là. Et ça m'a mis la puce à l'oreille pour dire, écoutez, nous sommes en train de vivre plusieurs types de luttes. Des luttes contre le trumpisme, rappelons-nous aussi le LUMAS, mais aussi une multitude de luttes ouvrières et populaires. Camarade Chantal vient de parler de la lutte contre le PL 89. Il y a aussi la lutte contre Amazon. Cette incroyable bataille-là qui a été déclenchée au mois de janvier, nous avons un des travailleurs licenciés d'Amazon ici ce soir, et ce qui m'a frappé, c'est jusqu'à quel point la campagne, ici on boycotte Amazon, s'est développée rapidement. Bravo les militants et militantes qui ont fait ce travail-là, mais aussi l'écho que cela a eu dans la population. Et les gens ont tout de suite fait le rapport entre Amazon, Jeff Bezos et Trump. Ils ont très bien compris qu'il y a un lien entre l'attitude de ces multinationales-là envers les travailleurs et la venue du trumpisme au Sud. Et donc, ça nous dit
qu'il y a un lien entre ces luttes-là. Puis je pense que l'une des tâches de la gauche, c'est de faire en sorte de lier les luttes contre le trumpisme et les luttes ouvrières et populaires, et faire en sorte qu'elles s'appuient mutuellement, qu'elles se renforcent, et que, par exemple, à l'avenir, on ait encore plus de travailleurs et travailleuses dans les manifestations contre Trump, et qu'on ait des représentants de ces mobilisations-là, de personnalités, d'artistes, quand il y a des mobilisations ouvrières. La journée de la Terre qui s'en vient. Il y a quelqu'un ici qui est très actif dans travailleurs, travailleuses pour la justice climatique, qui joue un rôle important pour faire de cette journée de la Terre une manifestation pour le financement des transports publics. Donc, critique immédiate de la CAQ, mais en même temps, vision de la transformation à long terme de la société. Le 1er mai, Chantal Litte vient de nous en parler, si je me rappelle bien, c'est Debout contre l'austérité. Hein? Oui. Donc, il y a un rapport direct entre la mobilisation syndicale et la lutte contre l'austérité, le logement, etc. Donc, à nous de tisser ces liens-là, et peut-être, en tant que personne de gauche, d'amener au moins 2 autres dimensions. Un, c'est la dimension idéologique. Pourquoi je dis ça? Parce que le néofascisme contemporain tente de se présenter comme un défenseur des travailleurs et travailleuses, blancs dans leur tête. Et l'idéologie qu'il propage, c'est l'anti-wokisme, dont le grand pape est nul autre que Trump, avec l'aide de Steve Bannon et tous les fameux théoriciens du MAGA aux États-Unis. Mais ce qui est très dangereux dans cette idéologie de l'anti-wokisme, c'est qu'il tente de faire sauter le lien de solidarité qui devrait exister entre travailleurs, travailleuses, classe populaire, minorités opprimées, celles qui luttent pour les droits des femmes, ceux qui luttent contre l'homophobie, ceux et celles qui luttent contre toutes les formes d'oppression que nous connaissons dans la société. En fait, c'est les militantes américaines qui disent ça. L'anti-wokisme tente de faire en sorte que les travailleurs regardent vers le bas et blâment ceux qui sont sous eux pour leurs problèmes, et on les empêche de regarder vers le haut et voir l'oligarchie qui, elle, est responsable de la crise et des problèmes que nous vivons. Donc, cette dimension idéologique-là, je pense que c'est une dimension que la gauche doit prendre en main, parce que personne d'autre ne va le faire. L'autre dimension, c'est la dimension internationale. Nous avons avec nous ce soir une de mes anciennes collègues chez Alternative, Catherine Papas, et Alternative est en train de réfléchir aux façons de renouveler l'altermondialisme dans la période actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire être altermondialiste aujourd'hui, alors que nous avons une montée du fascisme, alors qu'il y a une montée des guerres, alors que nous voyons les génocides en Palestine, et où les anciennes luttes que nous menions contre le libre-échange ou contre la mondialisation capitaliste n'est pas exactement la lutte la plus actuelle aujourd'hui. Donc je pense que c'est un aspect important, ce développement-là de la dimension internationale et de la solidarité internationale. D'autres pourront en parler un peu plus tard. Revenons à la deuxième grande tâche, et je vais terminer sur ça, bâtir une gauche qui est capable de faire rupture avec le système et de transformer la société. Est-ce vraiment possible? C'est une question qu'on se pose tous. Disons-le comme ça. Une des raisons pour la montée du néofascisme, c'est la trahison historique de la social-démocratie dans les pays avancés. Il y a même des gens qui utilisent le terme une social-démocratie inféodée au néolibéralisme. C'est vrai. Depuis 40 ans, le visage humain du néolibéralisme, s'il y avait un visage humain, ça a été beaucoup la social-démocratie. Et la révolte des travailleurs, travailleuses, des classes populaires aujourd'hui est aussi contre la social-démocratie, est aussi contre cette tentative-là de mettre un visage humain sur l'oppression, l'exploitation quotidienne qu'il et elle vivaient. Et donc, pour moi, il me semble que la leçon principale que nous devons tirer de ça est la suivante. Si on veut que la gauche soit capable de redévelopper ces traditions d'organisation des classes ouvrières et populaires, il faut qu'elle devienne le porte-parole de la colère et de la lutte contre le système. Hier, c'était hier soir, je pense que oui, Bernie Sanders était invité à CNN pendant 1 heure pour parler un peu de la tournée qu'il est en train de faire dans les États républicains aux États-Unis
pour mobiliser contre Trump et le Trumpisme. Il parlait des dizaines de milliers de personnes qui viennent dans ces réunions-là. Et une des choses qu'il a dit, est-ce que le système va mal? Oui. Est-ce que les policiers sont corrompus? Oui. Est-ce que le système d'aide sociale aux États-Unis est complètement rompu, brisé? Oui. Mais le problème, c'est que si vous laissez Trump et l'oligarchie milliardaire autour de lui canaliser la colère populaire, nous sommes tous cuits. Il faut que nous, les gens de gauche, soyons à l'avant-garde de cette colère-là. Non seulement nous la représentons, mais nous la canalisons vers un monde meilleur. Alors, je dirais que très rapidement, c'est un peu la posture que nous devons prendre en main, c'est-à-dire développer une force vraiment capable de capter cette colère-là et de travailler sur les terrains très fertiles que sont la révolte de la jeunesse, la volonté de lutter contre la crise climatique, la lutte contre l'homophobie, la lutte pour le droit des femmes, la lutte contre le génocide en Palestine, toutes des causes qui mobilisent les jeunes et qui commencent à mobiliser aussi des gens des classes populaires. Alors, première chose cruciale, c'est être capable de représenter une volonté de rupture avec le système. Deuxième chose, c'est qu'en développant cette force de gauche capable de transformer le système, nous ne pouvons pas oublier les leçons des 30 ou 40 dernières années. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans au Québec, il y avait des mouvements sociaux très puissants, mais il n'y avait pas de représentation de cette gauche-là au niveau politique. Nous avons tenté de le faire avec Québec solidaire. Certains sont déçus de Québec solidaire. Je suis membre de Québec solidaire, mais je suis moi-même déçu de ce qui se passe dans ce parti-là. Mais cela ne veut pas dire que la tentative de développer une lutte sur le terrain des mouvements sociaux et sur le terrain des institutions électorales est faux. Je pense qu'il faut recalibrer cette lutte-là, et notre camarade Amir parle très souvent de l'importance d'avoir un parti de gauche qui mène des luttes au niveau des urnes et au niveau de la rue. Et il l'explique en disant que sans un mouvement social fort, les parlementaires de gauche, ou la tentative d'avoir une alternative de gauche parlementaire, échouera, comme on l'a vu échouer en Grèce avec Syriza, ou comme on l'a vu échouer en Espagne avec Podemos, parce que tenter de transformer le système uniquement en tentant de transformer ces institutions, notamment les institutions électorales, est voué à l'échec. Bon, je ne vais pas tracer devant vous ce soir tout ce que nous pouvons faire comme stratégie. Mais il me semble qu'on peut terminer sur ces mots-là. Aujourd'hui, l'alternative au système doit passer par le lien entre les luttes populaires et ouvrières pour la justice sociale, les luttes pour la justice globale et mondiale, avec la lutte contre les changements climatiques. C'est pour ça que moi je me qualifie comme écologiste et socialiste, éco-socialiste, parce que ce lien-là est impossible de nier aujourd'hui. Comment mobiliser les travailleurs-travailleuses sur les questions écologiques? Comment mobiliser les écologistes sur une vision transformatrice de la société? Est-on capable de faire ça? Je pense qu'il y a des gens, des camarades, qui tentent de faire ça. Le camarade Pierre-Olivier Parent, responsable du comité environnement au Conseil central de Montréal, travaille beaucoup sur ces questions-là et va organiser une conférence dans 2 semaines sur cette question-là. Décroissance et lutte de classe, y a-t-il contradiction ou y a-t-il unité entre ces deux concepts-là? J'ai parlé de travailleuses de la justice pour la justice climatique qui travaillent beaucoup à faire pénétrer ces idées-là dans le mouvement syndical. Donc, il y a des débuts. Ce n'est pas nécessairement la solution, mais je pense que nous avançons vers ces solutions. Je terminerai avec ceci. Une vraie gauche n'est capable de se constituer que si elle répond aux défis de la période historique dans laquelle elle vit. J'espère que notre gauche va être capable de faire ça. Merci. Merci Roger. J'invite maintenant Karine Clich. Merci.
merci beaucoup d'être là, d'avoir cette opportunité, encore une fois, de discuter entre nous. Et justement, justement, je vais faire du pouce et la continuité un petit peu sur ce que Roger disait. Je vais vous présenter quelque chose un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire à partir d'un état des lieux, très très bref parce que Roger l'a parfaitement présenté, mais je vais ramener ça à notre parti de gauche qu'on a, qui est Québec solidaire, et ramener ça à une partie de la rue, qu'est-ce qu'on est, les co-organisateurs de ça ici, et après ça, ramener ça aussi un petit mot sur le Conseil national de Québec solidaire qui vient juste d'avoir lieu la fin de semaine dernière. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, ici même, en février dernier, le même panel qu'on a eu, je vous disais, comme d'autres mondes aussi, l'importance de se regrouper et de se mobiliser ensemble partout au Québec comme dans le reste du monde pour que les forces progressistes aient un impact dans le changement, un vrai changement de société. Que la gauche, qui fait face à une droite qui se radicalise sans détour, s'impose elle aussi dans l'échiquier politique et social. On est un mois et demi plus tard, puis on voit que les choses ont déjà beaucoup changé, autant à l'international, au Québec qu'à l'intérieur de Québec solidaire. On a vu ces dernières semaines des rassemblements monstres aux États-Unis qui dénoncent le despotisme de Trump, des manifestations dans plusieurs villes européennes et ailleurs dans le monde aussi, et ici au Québec aussi, des mobilisations dans lesquelles plusieurs groupes se sont unis pour faire un front commun, autant pour défendre le logement, pour protéger la grande tourbière de Blainville, par exemple, contre la loi Bayon de 93 de la CAQ en faveur de Stablex à Blainville, pour dénoncer aussi les tarifs douaniers de Trump, le dimanche passé à Montréal, qui ont réuni beaucoup de monde. Les partis politiques côtoient des groupes citoyens, syndicaux, pour faire un front commun, puis c'est exactement de ça qu'on a besoin. On voit un peu partout, donc sur le terrain, une riposte à un vent de droite est en train de s'organiser. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on veut. Dans ce contexte, Québec solidaire doit rester clairement le véhicule politique de la gauche. Et là, je dis bien le véhicule politique. C'est-à-dire de nous représenter, de représenter nos valeurs au Parlement. Mais Québec solidaire n'a pas le monopole de la gauche au Québec. Donc, doit s'associer aussi avec les autres acteurs de la société civile. C'est super important. On doit s'ouvrir pour créer des ponts avec l'ensemble des mouvements progressistes. Les syndicats, les travailleuses, les travailleurs, les groupes citoyens qui font des mobilisations incroyables. Les groupes citoyens souvent qui sont sans moyens, dans toutes sortes de domaines, autant l'environnement, l'habitation que la justice sociale. Les regroupements comme Multitude, comme le Front commun pour la transition énergétique, comme le Réseau Demain le Québec, les maires au front qui sont partout au Québec, les collectifs qui prônent l'action directe comme Dernière Génération Canada ou Antigone, les artistes aussi, on a tendance à les oublier, mais les artistes qui ont toujours eu un rôle important dans les mouvements de gauche, qui sont souvent minimisés ou qui sont carrément des fois oubliés, les artistes. Mais si on pense même au Québec à la Révolution tranquille, le rôle des artistes qui ont joué au Chili dans les années, début des années 70 ou en 2011. Puis dans les dernières années, à Québec solidaire, principalement dans les 2 dernières années, les voix discordantes au pragmatisme et au recentrage, qui pourtant portaient un message résolument au diapason avec une gauche assumée dans le parti, ont été escortées vers la sortie ou marginalisées. Catherine Dorion, Mélisse Lessard-Terrien ont porté un message fort, authentique, décomplexé, qui rejoignait une grande portion de la population. Puis Arun Boisy, qui a osé dire l'indicible, a été stigmatisé par ses collègues, alors que plusieurs personnalités publiques, les politiciens, les chroniqueurs, les journalistes, n'ont eu aucun problème, eux autres, à justifier ses propos comme étant véridiques et fondés. Puis là, depuis que l'instigateur du recentrage du parti a démissionné de ses fonctions de porte-parole, le discours du parti s'est soudainement réajusté. Tant mieux. Cette démission, qu'on serait tenté de lire comme un aveu de défaite de la stratégie pragmatique, arrive à un moment où le parti est sous le respirateur artificiel. Ce qui était un petit peu prévisible, parce que n'importe où dans le monde, le recentrage pour un parti politique, c'est une totale dérive. Mais maintenant, il faut qu'on mette le gouvernail en place alors que le capitaine a quitté le bateau. OK, c'est bon. Fait que voyons-le comme une opportunité, voyons-le comme une possibilité de remettre en place ce parti, de le mettre sur pied, puis qu'on se relève pour le bâtir. Ça fait 1 an qu'au Parti de la rue, on investit toutes les tribunes possibles pour marteler notre message. 1 an exactement, puisqu'on souche notre première chandelle ces temps-ci. On s'est mis sur pied il y a 1 an, c'était juste avant le Conseil national de Jonquière.
dans l'objectif premier qui était d'essayer d'éviter ce recentrage-là avec ce qui s'en venait avec la déclaration de Saguenay, et puis par la suite, ben, essayer de limiter les dégâts qui pouvaient être faits avec ce recentrage-là, essayer de tirer un peu vers, pour que ce parti reste un parti de gauche, un parti qui était fidèle avec ses valeurs de base. Et puis, ben, le groupe est un groupe non officiel, on rassemble maintenant 250 membres, un an après, de partout au Québec. Et le groupe, donc, est resté après ça, et on est rapidement devenu un espace prisé pour canaliser les énergies, pour offrir un lieu de partage d'idées, de réflexion, de réseautage, pour passer à des actions concrètes aussi, puis jouer un peu un rôle de garde-fou dans le parc, dans le parti, pour garder une gauche active et vivante au sein du parti. Puis le fait de ne pas être une entité officielle du parti, ça nous donne la possibilité d'agir rapidement, de conserver une liberté d'action, puis de ne pas être englué dans des procédures trop rigides. Durant cette première année d'existence, brièvement, on a quand même fait beaucoup de choses. On a été un lieu d'échange, on continue, de réflexion, de dialogue, de réseautage, pour se préparer aussi aux instances, aux congrès et aux conseils nationaux. On collabore avec les réseaux militants puis avec les collectifs, qui eux sont des instances officielles du parti. On tient régulièrement des assemblées générales de nos membres pour continuer à discuter, approfondir aussi des idées sur les enjeux du moment, des stratégies. On a participé à la dernière table ronde organisée ici par Révolution éco-socialiste, et puis bon, on organise celle-ci et les suivantes qui viendront. Mais aussi, on est en processus de se définir pour se donner un cadre un peu plus précis, puis se doter d'orientations plus définies pour perdurer dans le temps, puis pouvoir continuer d'agir efficacement. Tout ça pour continuer à tisser des liens dont je vous parle qui sont si importants, de se regrouper et puis de s'organiser pour que Québec solidaire reste le principal véhicule de la gauche au Québec. Que Québec solidaire reste un parti inclusif, féministe, écologiste, antiraciste, de gauche, et qu'on soit capable d'assumer pleinement qui on est sans complexe. Parce que si Québec solidaire souhaite devenir le parti des urnes, ben, il faut avant tout qu'il devienne celui de la rue, et non l'inverse. Puis on dirait que soudainement, on n'est plus les seuls à le voir comme ça. Dès l'annonce de la démission de son collègue, la porte-parole féminine Ruba Gazal a aussitôt changé son discours. On a modifié le vocabulaire, réorienté le message. Maintenant, on a le droit à des nouveaux mots-clés. On entend, par exemple, beaucoup le nouveau vocabulaire sur toutes les tribunes, travailleurs, travailleuses, gauche assumée, gauche décomplexée, le parti de la rue, étoile polaire. De la musique à nos oreilles, on ne va pas s'en plaindre. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas s'en plaindre? Mais pourquoi ça a changé ce discours? Pourquoi il y a eu ce revirement? Est-ce que c'est parce que maintenant, elle a les coups des franches? Est-ce que parce que maintenant notre message de la base a fini par être écouté? Est-ce que c'est le constat finalement que le recentrage n'a pas donné les effets escomptés? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie du moment? On ne le sait pas. On ne sait pas vraiment, puis franchement, c'est pour ça qui est important. Ce qui est important maintenant, c'est de se serrer les coudes, de regarder vers l'avant, tout le monde ensemble, puis de maintenir une vigilance, oui, mais tout en étant cohérent avec nos aspirations de cohésion et de collaboration. Dans ce contexte-là, au dernier Conseil national qu'il y a eu la fin de semaine dernière, on se serait attendu peut-être, ou on aurait espéré, en tout cas pour le Conseil national, à plus d'ouverture ou à plus d'espace pour des réflexions stratégiques de fond. Il faut se rappeler que ce Conseil national aussi, qui était là pour l'adoption des nouveaux statuts, un peu de la poutine interne, qui était là surtout pour les balises entourant l'école solidaire, les associations locales, les associations multi-circonscriptions, les référendums internes, et les CAP, qui sont les comités d'action politique, qui est une fusion entre les réseaux militants et les commissions thématiques. Bon, la poutine interne, oui, mais qui est nécessaire, mais qui ne pousse pas tellement la réflexion sur les enjeux stratégiques. Il faut noter, par exemple, qu'il y avait, c'est maintenant des instances qui sont purement en ligne, avec des délégations réduites. C'est pas très propice pour les échanges, pour réseauter. On était, en tout et pour tout, 110 personnes en ligne, enlevé à ça le soutien technique, les organisateurs et tout ça. On était pas beaucoup de délégués comme tels pour une instance décisionnelle. Il y a quand même des bons coups, évidemment, qui ont eu lieu et qui méritent d'être soulignés. Dans les bons coups qu'il y a eu, notons la reconnaissance de la Commission nationale des personnes racisées.
qui a été très brillamment présentée par Nolwenn Delanon. Il y a eu aussi la nouvelle proposition soumise par le RMI, le réseau militant intersyndical, qui va devenir un nouveau CAP, qui s'intitule « Face à la montée de l'extrême droite, de l'austérité et de l'antisyndicalisme, lançons une riposte unitaire et populaire ». Et à la fin des 2 jours du Conseil national, il y a eu 3 propositions d'urgence qui sont arrivées à la fin du dimanche, donc en après-midi, et qui reflètent donc les préoccupations des délégués, puisque ce sont des propositions d'urgence qui ont été amenées à la toute fin. Et il y en a eu, dont une, c'est l'appui aux travailleuses en grève des CPE, qui a été adopté à l'unanimité. On a eu l'appui aux licenciés d'Amazon aussi à la campagne de boycott, et que QS dénonce le PL 89, et toute forme de recul que tente d'imposer la CAQ au droit de grève, et qui a été aussi adopté à l'unanimité. On a eu 2 moments pendant le Conseil national aussi pour pouvoir s'exprimer un petit peu plus, et non pas seulement voter sur des changements au statut. On a eu un ajout à l'ordre du jour à la dernière minute un petit peu. Le samedi matin, on a eu un bloc d'1h15 qui s'appelait justement une discussion sur les perspectives stratégiques. Bon, 1h15, mais on lève la présentation, quelques personnes qui prennent le micro en ligne. C'était toutes des bonnes prises de parole qui allaient à peu près toutes dans le même sens, dans la même direction, c'est-à-dire dénoncer encore et encore le recentrage du parti et quand même saluer aussi la nouvelle mouture du discours de la porte-parole féminine. Mais c'est aucune décision qui pouvait être prise de là. Il n'y avait pas de décision d'orientation du parti ou de décision sur les stratégies que le parti allait employer. C'était des discussions. Il y a eu des petits ateliers le midi aussi, où chacun, avec son sandwich devant son écran, tout seul dans sa maison, pouvait discuter en petits groupes des stratégies de mobilisation locale. Encore là, ça restait au niveau des idées et d'une manière de pouvoir jaser entre nous, mais ce n'est pas quelque chose de décisif. Ce qui nous reste, c'est l'école solidaire qui va être en présentiel. Ce n'est pas une instance qui est décisive, mais c'est une instance où on va pouvoir brasser des idées. C'est les 3 et 4 mai pour s'inscrire. Je vous conseille fortement de vous inscrire. Les panels, les conférences, les discussions ont l'air super intéressantes. C'est très bien organisé. Il y a un vaste choix, on peut choisir auquel on veut assister. Et c'est une instance qui est en présentiel. Donc là, avec tous les thèmes aussi qui sont présentés, on va pouvoir discuter, on va pouvoir se revoir, on va pouvoir jaser en présentiel, etc. Une instance décisive, mais au moins ça brasse des idées. J'aimerais quand même terminer sur une note un petit peu encourageante. On a tendance à dire que les temps sont difficiles pour la gauche, qu'on n'a pas de place, qu'on se fait écraser, mais franchement, quand est-ce que ça a été facile pour la gauche? Je n'ai pas souvenir, moi, d'un mouvement de gauche pour qui l'allée a été pavée ou les tapis rouges ont été déroulés. Les gauches qui ont triomphé sont celles qui se sont battues et surtout qui se sont rassemblés et qui n'ont pas eu peur d'assumer des positions audacieuses et radicales, qui ont lutté, qui ont su s'organiser en incluant tous les acteurs de la société pour créer un vrai mouvement de société. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Rendu là, je vous dirais que ce n'est pas une question de croyance, mais bien une question de conviction. Je sais qu'il y en a qui sont découragés, mais je nous invite surtout à ne pas lâcher maintenant. On a maintenant les conditions à l'intérieur du parti pour nous permettre de rebondir et de donner un deuxième souffle à ce parti. À nous de continuer à lutter ensemble pour un Québec viable et surtout comprendre que ce qui est important, ce n'est pas de nous limiter à lutter pour ce qui est possible de faire, mais de lutter pour ce qui est nécessaire de faire. Et là, ça devient possible. Merci. On va éviter à lire. On a 10 minutes, n'est-ce pas? Bon, d'abord, merci pour ces interventions. Je voudrais m'associer à 100% à propos de tous les panélistes qui sont passés avant, notamment, plus particulièrement Karine, dans ce qu'elle apporte d'éclairage sur les, disons, les remises en question, les tribulations que nous connaissons à l'intérieur de Québec solidaire. Comme Roger, comme Karine sans doute et bien d'entre nous, moi aussi je suis passablement, disons, déçu de certains de nos insuccès, notre incapacité à rebondir sur des situations qui auraient dû, dans lesquelles la gauche politique aurait eu un rôle à jouer. Mais en fait, quand j'y réfléchis, avec un peu plus de recul et surtout un regard sur
le passé, ce qui nous a déterminé, ce qui a permis la naissance de Québec solidaire, dans le fond, j'y vois un peu plus clair. Et j'ai tendance à moins blâmer Québec solidaire et plus chercher les sources de nos difficultés, dans les difficultés plus, je dirais, structurelles que la gauche sociale, le mouvement syndical, le mouvement communautaire connaît, tout particulièrement depuis la pandémie. Je ne suis pas assez familier, malheureusement, à l'interne avec la réalité de ces mouvements pour avoir été un peu à l'écart, mais je le constate. J'aimerais le mettre à votre analyse et à votre, je dirais, commentaire, c'est-à-dire de nous aider à décortiquer ça. Mais le rôle qu'on s'était donné, parce que je rappelle à André, à Roger, à José et à Karine qui sont à l'initiative de tout ça. J'ai été interpellé pour y prendre part. Initialement, exactement dans l'esprit de la présentation de Karine, l'idée était de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu brasser la cage au sein de la gauche politique et sociale qui nous est la plus disons, à portée de main, proche. Et cette gauche-là s'appelle d'une part Québec solidaire, les militants qu'on connaît, avec lesquels on a bâti ce truc-là, cet instrument-là, depuis une vingtaine d'années, et aussi, bon, le milieu, disons, des mouvements urbains, syndicaux, que chacun d'entre nous fréquente un peu plus, ou peut-être altermondialiste, d'accord? Donc, l'interrogation contenait en elle une ambivalence, à savoir, en fait, on s'intéresse dans cette réflexion qu'on veut mener ensemble, à quoi exactement? On s'intéresse à qu'est-ce que nous pouvons faire de l'extérieur, ou à côté, ou accoler à Québec solidaire pour recalibrer, remettre, disons, rééquilibrer le parti en direction d'une action plus affirmée à gauche, plus proche des mouvements, ou est-ce que non, compte tenu de la situation globale de nos sociétés, Roger a parlé, puis je pense qu'il faut être très attentif à ce genre de réflexion, oui, très, très évidemment, on sent que quelque chose de spécial se passe. Est-ce que c'est parce qu'on est dans la sidération, puis qu'on n'est pas capable de voir que dans le fond, c'est l'aboutissement du processus normal, du délitement et de l'effondrement d'un certain capitalisme, ou enfin une de ces phases de crise les plus intenses, les plus, je dirais, abouties, ou non, c'est carrément un changement d'air, pas seulement politique ou géopolitique, mais civilisationnel. Il y a bien des gens qui nous le disent, avec l'intelligence artificielle, avec l'extinction, avec les perturbations climatiques, ça se pourrait que ce soit plus grave que même juste une crise du capitalisme, une crise extrême du capitalisme. Personne ne le sait. Il se peut très bien que dans quelques années, on ne soit plus capable de reconnaître ni, disons, un certain schéma de géopolitique mondiale où était hégémonique l'Occident et à sa tête l'impérialisme américain. Ça se peut très bien qu'on ne reconnaisse même pas les lignes de fracture habituelles et les luttes habituelles qui opposaient dans les sociétés les classes dominantes et les classes dominées, que ces lignes de fracture se définissent autrement, et bien des malheurs peuvent arriver, tout ça est possible. Pour le moment, dans l'immédiat, l'initiative que vous avez entreprise, moi je le vois comme une interrogation, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'urgence? Est-ce que l'urgence c'est de réparer le parti, ou l'urgence c'est de voir comment on peut nous organiser, nous coaliser avec les autres secteurs de la gauche sociale en mouvement pour que quelque chose se passe, pour que on puisse capter une certaine inquiétude qui est de l'ordre de juste d'être tétanisé par l'ampleur de ce qui est devant nous, et donc d'en sortir, de réfléchir à un moyen de rebondir. Donc riposte, puis je pense que le terme est très, très bien choisi. Mais alors si c'est ça, parce que dans le cadre d'une réappropriation de Québec solidaire et d'un travail pour, disons, faire en sorte que Québec solidaire retrouve son esprit mouvement, son esprit accompagnement de travail de rue, mettons-le pour... Si c'est ça, oui, il faut surtout articuler notre réflexion, c'est comment, disons, réfléchir et établir des bases et les enraciner plus adéquatement qu'on l'a fait dans le passé dans le parti d'une gauche de rupture sur le plan politique.
évidemment, bien d'entre nous le savions, bien que je dois dire, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on a beau avoir dit ça, proclamé ça et dénoncer ceux qui ont voulu faire autrement, mais il y a un mirage qui s'installe. Puis on se dit, ah ben d'un coup, que je pourrais, en intervenant ici et là, changer quelque chose, puis ça pourrait être bien joli, puis ça pourrait être bien tentant. Donc, le mirage, je le comprends et je tiens, vous savez que moi, j'ai ma distance par rapport à Gabriel, à son orientation depuis toujours, mais je voudrais rappeler qu'il faut qu'on soit juste. Cette tentation d'une gauche plus polie, plus policée, plus présentable, c'est pas juste depuis Gabriel. Ça existait dans nos rangs de diverses manières. Ça s'exprimait avec plus ou moins d'intensité et certains pourraient être tentés ici dans la salle de penser que c'est, mettons, Françoise David. Même pas. Même pas. Après tout, Françoise vient des mouvements populaires. Françoise David a été quand même à la tête de la marche mondiale des femmes, ce genre de choses. Non, c'est étonnamment de la part de quelques-uns de nos camarades plus jeunes, investis dans l'Assemblée nationale, dans les tâches qu'elles devaient accomplir. Parfois, on avait des camarades très radicaux qui venaient de la gauche plus radicale, d'accord? Mais qu'une fois là, se disaient, ben, on va faire notre boulot, puis on va le faire bien, puis on va le faire mieux que tout le monde, mais mieux que tout le monde à l'Assemblée nationale dans ce cadre-là, ça veut dire, bon, à un moment donné, tu prends des plis. Donc, ce à quoi je voulais venir, donc, si c'est ça pour laquelle on est... Je veux tracer juste l'ambivalence parce que je pense que c'est nécessaire si on veut connecter aux autres. Alors, est-ce que notre tâche, c'est de réinstituer ce souffle-là au parti, puis d'en faire un parti-mouvement, ou non, notre tâche, c'est plutôt de voir comment on peut coaliser le plus de force possible contre la montée de la droite, la montée du fascisme, il faut bien le mentionner, avec les plutocrates, puis les kleptocrates, puis les vraiment néo-nazis, il y en a de toute la palette est là. On peut s'attendre à tout. Des choses qu'on ne saurait. On pensait qu'il y avait des mécanismes aux États-Unis qui pourraient empêcher ça, mais non, mais il faut reconnaître que non, il n'y a aucun mécanisme. Tous les mécanismes ont été sautés pour d'autres raisons, probablement par Trump, mais ça pave la voie à la montée du fascisme décomplexé et ouvert. Donc, s'il faut monter un front antifasciste, là, j'interpelle Roger, parce que dans son intervention, tu as fait mention de la nécessité de rebâtir une gauche de rupture, mais là, disons, la tâche ne devient pas, ou la tâche principale. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une contradiction entre les deux, mais la tâche ne devient pas le travail dans la construction d'une rupture uniquement, ou principalement, mais devient plutôt principalement un front uni populaire contre la montée de la droite. Ça veut dire à ce moment-là, parce que tous ces gens-là ne sont pas en rupture nécessairement avec le capitalisme. Il y a des gens qui, à notre gauche, en quelque sorte, sont en rupture même avec la notion de croissance, de progrès, bon, je regarde notre ami, notre camarade Olivier. Je voudrais juste mentionner la présence donc d'Olivier dans la salle. Comme je suis en conflit d'intérêt, parce que Nima aussi est là, comme représentant de la parti, mais je mets l'emphase sur Olivier, qui est candidat pour les Verts dans le comté dont j'oublie le nom, Pointe-de-Vue, que j'aimerais entendre intervenir là-dessus. Donc, on a toutes sortes de monde, les uns en rupture avec le capitalisme comme nous, d'autres en rupture avec tout ça. Et ensuite, il y a tout le reste de la société. Moi, je pense à ceux qui ont organisé la manifestation. C'était dimanche ou samedi, je ne me rappelle même plus. C'était dimanche, oui. Où André était là, évidemment, des crypto-marxistes étaient, des crypto-ML étaient à la racine de tout ça, mais il y avait bien d'autres gens dont le discours ne tournera pas certainement à disons, pour établir des bases de l'écosocialisme ou remettre en question même le modèle de la croissance et de la production, ou peut-être l'extractivisme, qui ont d'autres préoccupations qui sont plus urgentes, plus terre à terre. Donc, il faut, je pense, qu'on discute ensemble, c'est quoi vraiment, quelle est la priorité, comment on fait ça. Mais je voudrais juste revenir à une chose. Ça a été clair pour la plupart d'entre nous. Tous ceux et celles qui étaient là depuis le début à Québec solidaire se rappellent, on n'a jamais pensé que Québec solidaire allait, en prenant le pouvoir, changer l'ordre néolibéral établi, que nous allions instaurer l'écosocialisme à nous tout seuls, etc. Je ne sais pas où est-ce que le narratif ou la compréhension de ça s'est perdu. Je ne le sais pas. Je
me rappelle, à chaque fois qu'on abordait ces sujets-là, on se disait, on veut juste être le petit coin qui rentre dans la faille du système pour mieux permettre à tout le reste des gens qui sont à l'extérieur du système, pour mieux frapper le marteau, pour faire éclater tout ça. L'idée, ce n'était pas d'aller là et de gérer le néolibéralisme, et même pas la social-démocratie, donc déclinante. Mais il faut reconnaître qu'on a un petit peu tergiversé, on s'est un peu perdu dans la brume, mais il y a une prise de conscience, puis je pense qu'il faut le saluer. Moi, je pense qu'il faut le saluer, parce que c'est de chaude lutte que bien des députés se sont laissés convaincre que c'est vrai que c'était un mirage. D'accord? Et il y a une volonté réelle, je pense, sincère de la part de nombreuses d'entre elles, notamment Ruba, qui est porte-parole, d'écouter et de se laisser porter, parce que finalement, porte-parole, c'est ça. C'est pas à elle à déterminer, mais c'est au parti. Donc, c'est le moment, à l'intérieur du parti, d'animer ce débat-là, de le nourrir. Donc, la voie est un peu ouverte. Il y a des exemples particulièrement intéressants d'une rupture avec le travail parlementaire que sont en train de donner des gens comme Sanders, AOC, Alessandria, j'essaie de prononcer. Ocasio. Donc, il y a ça. Mais moi, je crois que nombre d'entre nous, on a d'autres, je dirais, d'autres lieux pour exercer cette influence sur Québec solidaire. La riposte contre la droite, l'idée d'une riposte unitaire, aurait mieux, c'est-à-dire a un meilleur avenir, un meilleur potentiel de contribuer réellement à quelque chose, de prendre l'initiative, de réunir toute la panoplie des courants qui sont en train de se former, auxquels a fait allusion Karine, dans lequel il ne faut pas oublier, je voulais en nommer un, je ne sais pas si vous avez lu, je vous en ai parlé, je suis allé le lire, la déclaration, le texte paru sous le vocable « Soyons tous extraordinaires ». Il y a des gens, des présents et des anciens de l'UFP de Québec solidaire qui l'ont signé, et à l'autre extrémité, il y a des gens comme Gérard Bouchard. Donc, je dis l'autre extrémité, c'est quand même quelqu'un pour lequel nombre d'entre nous avons un immense respect. Mais ce que je veux dire, le spectre est beaucoup plus large, puis c'est complètement en dehors, pour certains d'entre eux, des disons, éléments militants habituels. Donc, moi, je vois une possibilité ou une nécessité, c'est-à-dire tout le monde sent la nécessité d'un front uni. Appelons-le front populaire, front uni, front machin, je ne sais pas, ça sera déterminé. Mais la première chose, c'est que tout le monde se mette en position d'écoute et je dirais, de discussion avec ces différents courants-là. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver parmi nous l'énergie et les forces nécessaires pour se distribuer la tâche, pour établir les liaisons, les contacts. Peut-être un comité de liaison formé par quelques représentants les plus importants de ces courants-là, pour s'assurer que tout le monde est contacté. Dans un premier temps, ces courants-là qui sont non institutionnels, moi je pense auraient intérêt à se rencontrer. Alternative pourrait être un formidable réceptacle de ça. Pourquoi? Parce qu'Alternative, historiquement, dans notre, mettons, Québec, a été perçu comme, disons, un groupement, un organisme qui a agi en pleine critique du modèle présent, mais en dehors d'une politique partisane, avec, en étant investi de toute la richesse et la contribution du mouvement altermondialiste, pour lesquels j'ai beaucoup de critiques, parce que finalement, le mouvement altermondialiste devait nous prémunir de ce qui nous arrive maintenant. Donc, finalement, on a failli à tout ce discours. Ce discours-là était défaillant. Mais, bon, Alternative pourrait présenter ce réceptacle, nous offrir un peu son aide pour réunir tout ce monde-là, s'asseoir tout le monde à table, voir dans l'immédiat comment on va faire pour bâtir un front uni.